Hello, bonsoir, bonjour, bienvenue dans Fro Diaspo Sport, l'émission faite par nous, pour vous et pour tous ceux qui aiment le sport en général. L'actualité reste dominée bien sûr par les interclubs de la CAF, 3 des engagés de la République démocratique du Congo, je cite, l'association sportive Victoria Club, l'AS Maniema-Aignan, mais aussi le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi. Vita n'a pas très bien voyagé, score du match, 2-0, alors que le tout-puissant Mazembe punissait son adversaire par le même score, 2-0, et au stade de Martyr, vers la fin de la rencontre, ça a retenti encore une fois de plus. L'Enzombo qui a muté pour Kindu et l'AS Maniema-Aignan a battu son adversaire par 2-1. Ça veut dire un très bon parcours pour les ambassadeurs de la République démocratique du Congo. Mais aussi la plus grande thématique, j'allais dire, de cette journée sera quelle est l'identité du football congolais. Et pour le faire, on reçoit pour vous Médard Loussadissou, qui est d'ailleurs le directeur technique national de la Fédération congolaise de football. C'est là depuis 2016. Monsieur le directeur, bonjour et bienvenue. Et bonjour à vous, bonjour à tous les téléspectateurs et bonjour à la hiérarchie, aux responsables de la chaîne. Merci beaucoup. On commence de l'entrée de jeu directement avec les 3 ambassadeurs de la République démocratique du Congo. Quand même, ils nous ont bien représentés. On commence par l'ASV Club. Un petit mot, tout-puissant Mazembe, et on va s'attarder sur Maniema-Aignan qui a d'ailleurs joué dans la capitale parce que j'étais au stade, j'étais quand même égoïste de regarder de près ces matchs de Maniema-Aignan. Vous dites déjà quoi sur nos ambassadeurs et surtout la défaite de V-Club? Nous n'allons pas faire des jaloux parce qu'il y a Saint-Éloi le Popo aussi qui a joué, perdu 1-0 contre Bravos en Angola. Il faut dire déjà que nos équipes qui sont entrées en lice dans les conditions qu'on a toujours déplorées, qu'il n'y ait pas de championnat, et des équipes qui ont opéré des changements, notamment pour le Popo, et pour le Popo pour V-Club, qui ont opéré des changements importants dans leurs effectifs. Mais on va dire des résultats prometteurs pour la Ligue des Champions, avec Mazembe qui a gagné à l'extérieur et qui va recevoir, et pour Maniema-Aignan qui a réussi à marquer, bien entendu qu'ils ont encaissé, mais ils ont cette avance, et avec ces deuxièmes buts marqués ici. Et c'est plutôt à la CAF que nous avons connu deux défaites, et avec ces résultats de V-Club et 2-0 et le Popo qui a perdu 1-0. Il faut dire d'emblée que déjà au football de haut niveau, jamais n'existait pas, et l'impossible non plus, parce que ça restait une œuvre humaine. Il faut que les entraîneurs ont eu à voir les adversaires, à les évaluer. Ils ont quelques jours de travail avec les joueurs. Et pour Mazembe, qui sait qu'il va recevoir, il faut éviter de se faire surprendre et par l'excès de confiance. C'est une équipe habituée au jeu continental, bien entendu. Ils savent ce que c'est. Et pour la jeune équipe, on va dire jeune par rapport à la popularité, on va dire, mais Maniema, mais qui a aussi l'habitude de la compétition continentale, qui a joué, je pense, 3 fois déjà. C'est la 3e fois et on pense qu'ils peuvent aller loin. À l'époque, j'étais à Manga Sport et nous étions venus jouer et nous faire éliminer à Kindu. Mais qui a réussi à marquer 2 buts, qui va rencontrer un adversaire qu'on a vu jouer difficile, assez professionnel, une équipe solide, mais avec une belle équipe de Maniema aussi, qui est à même, avec son potentiel offensif, à même d'aller défier cette défense de Petro, qui a quelques moments aussi failli quand même. Donc je pense que
si le coup reste jouable. Autant pour V-Club qui a perdu 2 buts, mais qui n'a pas, si j'ai des bonnes informations, qui n'a pas utilisé tout son effectif. Il y a certains joueurs qui était resté à qui, sur le Kinshasa. plan administratif, qui n'ont pas. Donc, V-Club n'a pas présenté toute sa grande équipe. Et 2 buts sont toujours remontables au football. Et il suffit que V-Club, bien entendu, dépasse toute la pression, la tension actuelle. Et parce qu'on a connu par le passé, V-Club uni reste une très grande équipe. Donc si on peut taire les différends internes et que le public de V-Club vienne comme un 12e homme et pour permettre le joueur pendant le temps fort, fait la différence, se comporter différemment de ce qu'ils ont l'habitude de faire, notre public congolais, que quand l'équipe connaît le temps faible, le public se surchauffe aussi, se surexcite, cesse d'acclamer et de soutenir l'équipe. Alors que c'est justement pendant ce moment que l'équipe a besoin, les joueurs ont besoin du public, donc que le public vienne avec confiance, qu'ils jouent chez eux, les 2 buts encaissés, toute équipe de football est capable de remonter 2 buts, et puis voilà, et se qualifier, donc ils fassent confiance en leur équipe. J'espère aussi que la pression, la tension interne ne va pas impacter négativement sur le travail technique pour que les joueurs puissent se sentir vraiment à l'aise et aller rivaliser sur le terrain. Et Lupopo, on connaît que c'est une équipe aussi qui a un entraîneur qui est huppé et puis un roublard, et on a aussi un président du club qui est ambitieux et qui peut mettre les moyens qu'il faut. Donc je pense que l'idée aussi est toujours jouable pour le Popo qui peut remonter ce but. C'est un effectif bien entendu qui a connu de modifications, de nouveaux arrivés, mais qui certainement avec la qualité de travail dont on connaît l'entraîneur et avec ses publics de Lupopo qui lui, et c'est la même interpellation, le même appel que je fais pour les publics des V-Club qui doit aussi aller sur les terrains pour vraiment aider les joueurs à se transcender. Et je pourrais dire pour clore que je reste encore confiant et je crois en la qualification de nos 4 équipes et en dépit des faits connus et du fait que c'est des matchs de compétition de haut niveau et donc nous sommes à même de faire la différence et au match retour. Ils sont à 4 pour la campagne africaine. Le mot du directeur technique national reste la confiance et c'est possible en football de remonter le 2 buts. Alors on ne peut pas d'ailleurs, comme il est dit, paniquer face à ces genres de situations. V-Club qui n'avait pas présenté l'effectif au complet peut le présenter à Kinshasa et faire mieux. Le Santoloa Lupopo s'imposer et gagner le match, pourquoi pas le 3 autres très bien négociés après le 2 autres, je parle de Mazembe qui va recevoir Maniema Maignan qui sera réussi au niveau de l'Angola en 1982. Vous devenez entraîneur et pour la première fois vous êtes entraîneur de Imana. Oui, j'avais commencé en 1982, effectivement, j'avais commencé comme stagiaire. J'étais à l'IPN et j'avais commencé ma formation d'entraîneur à l'école à Efores, et l'école créée par Paix à son âme et l'excellence, l'ancien ministre Ilonga Malima Zungu. Que je n'ai pas connu moi. Et bien sûr, je ne pouvais pas. Et donc j'étais en tant que étudiant, en même temps en éducation physique, en licence, étudiant à l'école d'entraîneur. Donc j'ai passé mon stage de préparateur physique
et à Imana à l'époque, c'était Imana, et entraîné par EPA, son âme, et Ali Makombo, ils sont encore une référence parmi les entraîneurs. Et donc de là, et quelques temps après, j'ai estimé qu'il fallait plutôt embrasser la carrière complète d'entraîneur. Et donc je vais aller à Utexco d'abord quelques instants et un mois seulement à l'équipe du pays à son âme, le président Massamba Newman. Et donc après, je suis allé à Utex Africa à l'époque. C'était un Galifou, l'équipe de Massamba Newman. Mais vraiment, un passage éclair. Mais là, j'ai entraîné effectivement l'équipe de Itexco à l'époque, et en deuxième division, devenu Itex Africa. C'était sur les terrains, le terrain de notre chaîne nationale. Exact. C'est là que j'avais commencé donc à entraîner. Et après, c'était Matongé, Dragon, Bilima Dragon, oui. Et reparti à Imana, cette fois-là comme entraîneur. Et c'est là l'épopée de Lusadi Sabebi Sibana, et voilà, Pesaï Mangenda, parce que le président on va en parler. Mobutu, voilà, et à Kinkole, la journée des poissons, nous avions battu les clubs, donc il dit, bon, on va Pesaï Mangenda, et comme ça, mon boulouté, et donc c'était devenu Pesaï Mangenda. Et après, j'ai entraîné Sangabalende. Sangabalende, c'était en 2014-2015. Oui, en venant du Gabon. Et j'ai entraîné donc au plan local, national. Et ces équipes-là, je ne peux pas oublier Sodigraphe. Sodigraphe que j'allais vous rappeler. Jusque, oui, en 96, cette Coupe d'Afrique où nous partons dans la deuxième division et on joue la Coupe du Congo, nous la gagnons, nous allons en Coupe d'Afrique. Sur 5 matchs, nous perdons que le dernier match, la finale, contre Arab Contracto en Égypte. Donc, et c'est une très très grande période. Et à l'extérieur, j'ai entraîné en Angola. Au Sporting, le club de Angola, et au Gabon, 13 années, dont 10 ans en tant qu'entraîneur et titulaire, avec beaucoup de Coupes d'Afrique. 9 années durant, nous jouions la Coupe d'Afrique, les Coupes africaines, c'est la Ligue de Champions et la Confédération. Et voilà, et au niveau de la sélection, nationale, en 88 déjà j'étais entraîneur adjoint de l'équipe nationale junior avec Kalala Mukendi et à son âme. Et 90, déjà 89-90, et j'étais en tant qu'entraîneur de la sélection provinciale de Kinshasa, et j'ai fait partie des entraîneurs du collège des entraîneurs nationaux et qui avaient composé la sélection nationale Espoir. Et nous étions à Likassi avec tous les grands noms de l'époque. Et de là, 90 jusqu'à 2002. 2002, oui. Que vous allez aller au Gabon maintenant. Oui, en tant que préparateur physique, entraîneur national adjoint, entraîneur national pour la première fois en 96 après la défaite contre le Gabon, 2-0. Et Etugral, Mouchine Etugral quitté, j'étais l'éponge. Donc j'étais resté 24 heures après en tant que sélectionneur pour jouer contre le Libéria et contre le Ghana en tant que sélectionneur. Et en 2020, et déjà en 1998,
Et au Burkina, j'étais cette fois-là directeur technique national adjoint chargé des équipes nationales. Donc j'étais au banc avec paix à son âme, prof Watunda. Watunda, oui. Toujours avec Moukeba, Joseph qui étaient les adjoints et Kalala Mukendi comme directeur technique national. En 2000, je vais redevenir titulaire à la CAN mixte de Ghana-Nigeria. Et en 2022, et j'étais encore directeur technique national et adjoint lors de la préparation de la CAN du Mali. Voilà, et donc j'ai 5 CAN du coup, Wow. 5 CAN à mon actif, 5 CAN avec les garçons, la version masculine, et une CAN avec la version féminine, parce qu'en 98, nous étions j'avais en même temps à conduire la sélection nationale féminine au Nigeria, à la CAN Nigeria, et nous étions sortis 3e et à la CAN du Burkina. Donc j'ai à mon actif deux médailles de bronze. Voilà en gros. En gros, ce que vous êtes. Et c'est ça pour les équipes nationales, mais je suis aussi secrétaire général honoré du comité national olympique en 99, parce que j'avais connu cette ascension en tant que président de l'Union des éducateurs sportifs du Congo, et à l'époque, donc tous les entraîneurs nationaux, les directeurs nationaux étaient regroupés dans cette corporation, et j'étais le président, et c'est cela qui m'avait fait valoir de briguer, d'occuper cette fonction de secrétaire général du comité national olympique. Je suis à l'UPEN comme chef des travaux, en tant que chef des travaux, et présentement secrétaire de département chargé de la recherche. Messieurs et dames, vous avez la chance d'avoir l'historique de Médard Loussadissou chez nous. Et je vais dire cet après-midi, et vous avez la chance de recopier. Je vous autorise de recopier et diffuser, faire le relais comme vous le voulez. Mais quand même, parler de soi-même a été toujours difficile. Il a oublié une équipe, je ne sais pourquoi, un club. Ça doit être Engson frère, un truc de frère. Engson et frère. Exactement. Ah oui, ah oui, je détiens très bien déjà, l'histoire. Et quelques instants breaking, il y a tellement que j'ai oublié dans ce cas-là 2 clubs qui ont marqué effectivement l'histoire. C'est vrai que c'est un exercice que j'aime pas. Je préfère que les gens parlent de moi. Oui, Engson et frère. Et c'est d'ailleurs et que c'est aussi un de grands noms et où j'ai écrit l'histoire de mon passage. Et une autre équipe que je ne devais pas oublier, c'est Inter. Ah oui, Inter. Assez Inter. Et parce que nous avions aussi fait des très très bonnes choses. Et effectivement, moi, partout où je suis passé, Dieu m'a fait grâce, que j'ai réalisé que de bonnes performances. Et je n'ai pas échoué dans la moindre des équipes. Et merci beaucoup de me l'avoir révélé. Merci. Et chez Inter, je rappelle que vous avez fait 2 ans, donc de 2000 à 2002. Ça veut dire que ça doit être avant de partir pour Gabon, que vous avez passé votre temps là-bas. Avec tout ça, avec tout ce que vous avez comme palmarès, est-ce que la République démocratique du Congo vous donne votre place que vous méritez? Les pays, la nation, la fédération, oui, parce que je suis directeur technique national. Je parle pays. Parce que je suis directeur technique national. Est-ce que je parlais de V-Club? Oui, non, vous avez parlé plutôt d'avoir battu V-Club, parce que je vais rappeler que juste l'année d'après, vous êtes parti là-bas. Juste l'année d'après, après les avoir battus. J'ai entraîné V-Club et Daring Club, et voilà. Et V-Club, c'est juste avant l'arrivée de Yaflo, et Florent Ibenge. J'appelle Yaflo. C'est Florent Ibenge, et j'ai fait 6 mois et sans défaite dans V-Club, et Florent venait après moi. Et voilà que j'aurais
eu besoin d'un tableau devant moi. Vous allez d'ailleurs vous le rappeler. Voilà. Donc, effectivement, oui, en tout cas, c'est à Lubumbashi que je n'ai pas, eu du temps là-bas. Entraîné. Et Sangabalende, et nous sommes allés plus d'une vingtaine d'années après, sans jouer en Coupe d'Afrique. Je les avais conduits, grâce à Dieu, en compétition continentale. Médard Lussadissou évite cette question de savoir si la République lui reconnaît sa place, mais quand même il accepte. La reconnaissance, oui, parce que je suis directeur technique national. Oh non. Et suite à l'invitation express de Christian Sengui, parce que j'étais au Gabon et je l'avais invité en tant que DTN pour venir voir, disons, apporter sa contribution à l'académie de Manga Sport que vient de créer, sachant que lui, il a été longtemps dans les équipes d'âge, Anderlecht notamment. Et donc, je l'avais invité au Gabon, et de là, et fort aussi du fait que dans mes déplacements avec l'équipe nationale, je les avais rencontrés, c'est-à-dire Christian Sengui, Ibengue Florent et Otis Ngoma, pour les citer, qui encore, ça va venir, et donc qui étaient les points focaux, ou sinon qui étaient des compatriotes qui bénévoles, qui s'organisaient pour recruter, détecter les jeunes talents congolais de la diaspora de l'Europe. Donc, je revenais d'Allemagne, et donc on a eu un entretien avec eux, et c'est là que nous avons fait notre première connaissance. Et donc cette fois-là, Christian avait estimé que j'étais un potentiel quand même pour les pays, qu'il m'a invité de rentrer au pays. Et c'est ainsi qu'en 2019, je vais revenir. Et puis après, donc le président, bien entendu, Omari, qui m'a accordé donc d'être et son comité d'être le directeur technique national adjoint. Je vais les devenir. Et avec le président Chimanga qui vient juste après. Général, les deux secrétaires généraux, le CG belge, et partout. Donc, et aujourd'hui, confirmé par le CONOR, qui avait pris le relais comme directeur technique national. Et au plan du pays, donc c'est la fédération qui représente le football, le gouvernement congolais, donc pas le fait que la fédération me confie cette lourde tâche, c'est que le pays aussi est derrière moi. Et puis bon, je vais dire, la presse m'a toujours soutenu, parce que les actions, les activités de la DTN sont relayées par les médias. Et donc du coup, derrière, et c'est tout le public congolais, parce que je pense que je suis toujours en phase avec le public congolais, les clubs notamment, les académies qui forment. Donc en tout cas, le pays est derrière moi. Merci beaucoup à Médard Lussadissou, qui reconnaît sa nation qui est derrière lui, le fait qu'il soit le directeur technique national à la Fédération congolaise de football. Une très bonne chose. Remercier en même temps, vous l'avez écouté, le média qui fait le relais des informations, c'est-à-dire il est temps de faire encore plus de relais pour qu'il puisse toujours se souvenir de ces médias congolais. Nous avons parlé du parcours de ce grand monsieur qui est avec moi sur ce plateau. Mais parlons maintenant du rôle que joue réellement la direction technique nationale. Pour les autres, coquille vide, ça existe, il y a des noms là-bas, mais en réalité, nous ne voyons pas le travail. Quel est le vrai rôle de la direction technique nationale? Vous avez bien fait
de signifier qu'il s'agit de la direction technique nationale. Merci. Et que la personne que vous recevez est le directeur technique national. Donc, effectivement, la direction technique nationale, c'est un des organes de la fédération et qui a le rôle technique au même titre que le secrétaire général de la fédération, qui lui joue le rôle de la gestion de la démonstration. Donc ce sont les deux piliers principaux qui font d'une fédération. Autant pour d'autres fédérations, pour notre fédération congolaise de football, l'association, que pour d'autres fédérations aussi. Et alors la direction technique nationale occupe une place de choix dans l'organigramme et de la fédération. Et cet organe fonctionne et devrait fonctionner, je vais y revenir, devrait fonctionner en son sein des cellules ou qui seraient de départements, mais pour éviter d'alourdir, donc nous parlons plutôt des cellules. Une cellule qui est en charge de la formation et des cadres, une cellule qui est responsable du développement de football de haut niveau et amateur, donc parlant des sélections nationales, des équipes représentatives et de championnats de première division, donc les championnats de haut niveau. Une cellule ou un département est chargé du développement du football des jeunes. Et donc là, c'est les académies, et voilà, la formation et les équipes d'âge des clubs. Et un département, une cellule chargée du développement du football féminin. On l'a dégagé d'autres du football masculin pour rester en phase avec la FIFA qui valorise de manière spécifique la pratique du football féminin. Et nous avions la cellule de développement de l'arbitrage, mais aujourd'hui il y a cet éclatement parce qu'on vient de créer un département, disons l'animation du département d'arbitrage. Donc du coup, nous, la direction technique nationale, travaille dans le cadre en ce qui concerne la matière de la formation avec le département d'arbitrage, parce que la DT1 donc supervise, ou disons accompagne le département, pour mieux parler, le département d'arbitrage. Et il y a le secteur de la médecine du sport aussi, mais puisqu'il y a un service à proprement parler de ces secteurs, mais toujours dans le cadre de la formation, la DTN accompagne ce département pour la formation du personnel médico-sportif. Voilà donc, et dans ce département de la formation, il y a aussi la recherche, et la recherche et la documentation. Et voilà donc, et logiquement, pour ça j'ai dit que je vais y revenir, et ce que doit être la direction technique nationale. Alors aujourd'hui, nous fonctionnons avec un personnel réduit, parce que vous savez que la fédération est sous normalisation. Donc le régime de la normalisation ne donne pas les prérogatives toutes les prérogatives, disons, au comité de pouvoir prester et exercer comme le serait un comité exécutif normal. Donc c'est pour cela que nous plaidons, afin que nous puissions effectivement connaître l'arrivée de ces comités, pour que nous puissions faire valoir ce que devait être la DTN. Alors, mais quelle est, en dehors de cette et de la structure technique, mais quelles sont les missions de la DTN? Mission, oui. Oui, donc c'est
Et la direction technique nationale a pour mission, à travers son DTN, et de concevoir et la politique et les stratégies de développement de la discipline, donc le football. Et dans ce cas, dans ce sens-là, que la DTN est l'organe qui participe à l'élaboration de la stratégie fédérale de développement du sport, de football. Et c'est à ce titre que nous élaborons des projets de développement. Et aujourd'hui, nous sommes en Titib, parce que, comme pour ne pas me répéter, avec le CONOR, nous ne pouvons pas élaborer des projets dans le long terme. Mais il y a des projets comme les projets du soutien au développement et technique du talent, et qui est orienté par la FIFA, que nous avons réussi à faire valider par la FIFA et qui est en cours. Et il y a d'autres projets qui sont latents, l'organisation de championnats de moins de 13 ans et l'organisation de manière soutenue des compétitions et de moins de 15 ans de niveau national, moins de 15 ans, moins de 17 ans, moins de 20 ans, parce qu'il existe un championnat de moins de 17 ans au niveau national, pas le moins de 20 ans. Et c'est tout cela qui ont fait que, quand on a analysé la situation de la fraude de l'âge au niveau de la DTN, on s'est rendu compte qu'il est par l'absence du championnat proprement parlant de moins de 20 ans et qui soit au niveau national, fait que ces jeunes, lorsqu'ils vont au niveau prester au niveau senior, ils n'ont pas assez de place. Donc du coup, en l'absence d'une compétition de leur catégorie, et la nature ayant horreur du vide, et les jeunes rabaissent l'âge pour venir jouer au championnat de moins de 17 ans qui, lui, existe. Mais pourquoi nous avons ce projet? Parce que, aujourd'hui, nous allons en parler, que les joueurs locaux ne sont pas sélectionnés. Exactement. Vous allez y arriver d'ailleurs. Parce que justement, si nous avons des compétitions de moins de 15 ans, ce sont le meilleur de moins de 15 ans qui accéderaient dans la sélection nationale de moins de 17 ans. J'aimerais garder votre fil d'idée, Oui. mais vous rajoutez quelque chose, parce que je suis sûr avec les Congolais, et ils ont dit ça. Ils ont dit, mais le DTN, qu'est-ce qu'ils pensent? Ceux qui jouent déjà l'élite, ceux qui jouent déjà la Ligue à foot ne sont pas sélectionnés. À combien on va avoir l'espoir sur le U17, U20, comme vous le dites? Et justement, il ne faut pas commencer à construire la maison par la toiture. Vous voulez dire, on a La oublié. toiture, c'est notre équipe nationale senior. Qui existe sans le locaux. Et justement, mais pour que nous ayons une équipe, qu'est-ce qui constitue la base, disons le cadre de sélection de l'équipe nationale A, qui est la sélection des meilleurs talents du pays et du moment, c'est-à-dire où qu'ils se trouvent. Donc logiquement, le cas de détection doit être l'équipe nationale locale et du CHAN, mais qui s'appuierait sur les meilleurs jeunes du championnat moins de 23 ans, et les moins de 23 ans s'appuieraient sur le meilleur moins de 20 ans, et les meilleurs moins de 20 ans sur les moins de 17 ans, et les moins de 17 ans sur les moins de 15 ans. Voilà comment j'ai commencé à construire la pyramide dans mon intervention. Il faut plutôt commencer par les moins de 15 ans et progressivement. En ce moment-là, si aujourd'hui nous avions notre sélection moins de 23 ans, donc la sélection olympique, nous aurions, et qui serait permanente,
C'est ça la révision de la DTN. Toutes ces équipes que je viens de citer doivent être des équipes permanentes qui doivent jouer minimum 4 matchs internationaux par l'année. Qu'est-ce qui va se passer? Tous les meilleurs jeunes se seraient identifiés dans les sélections nationales. Okay. Le Congolais saurait que si on veut parler de moins de 23 ans, voilà les meilleurs de moins de 20 ans qui méritent de jouer. Mais après, l'entraîneur ne va pas nous écouter. Et ça, je vais y venir. Et puis après, on valorise le championnat local, qui soit réellement compétitif, pour permettre à ce que les joueurs locaux soient en phase avec la réalité du football moderne, de compétition de haut niveau. Parce que quand on parle de la sélection, c'est le haut niveau. Le haut niveau, c'est l'excellence. Vous voyez, aujourd'hui, le football, c'est un domaine dynamique qui subit l'influence de l'évolution des sciences connexes à la pratique du sport. La physiologie, l'effort. Voilà. Aujourd'hui, vous apprenez qu'il y a cryothérapie pour vite faire récupérer le joueur. Que vous voyez que les équipes, maintenant, au sortir de vestiaire, après la mi-temps, ils font un petit échauffement. C'est qu'il n'y était pas, oui, j'ai vu ça. Vous voyez, ça sont des données scientifiques qu'on a introduites pour faire que le joueur puisse réellement éviter les blessures et être prêt. Il y a la psychologie du sport. Qui des fois on pense que ça vous manque, vous, à la direction technique nationale, et où même les gens ne savent pas qui gère réellement la psychologie de joueurs, parce qu'on a vu de matchs, excusez-moi de dire nous, je prendrai toujours la place de peuple congolais pour dire nous avons vu de matchs où on pouvait le gagner avec la tête. Mais on revient de la mi-temps, le joueur a abattu, on se dit, la direction technique. Et de fois, vous écoutez ça aussi, quelques critiques de ce sens-là. Vous dites quoi, vous? Oui, mais c'est ce que je dis, que j'évoquais. Quand vous faites, disons, il faut éviter de faire les affirmations gratuites. Vous suivez les analystes sportifs du monde professionnel. Ils se basent sur des statistiques. Vous voyez, c'est sur des statistiques. Dans quel environnement se trouvaient les joueurs avant de jouer les matchs? Quel type d'entraînement? Je viens d'évoquer tout à l'heure. Combien de matchs amicaux internationaux ont-ils joué? Est-ce qu'ils ont des matchs en jambes? Est-ce qu'ils ont, ces jeunes de moins de 20 ans, de moins de 23 ans, une expérience de compétition internationale pour aller rencontrer, pour se jeter dans un match avec un grand enjeu? Vous avez peut-être déjà vécu cela en tant que journaliste, que vous sortez lorsque c'est les léopards qui jouent et vous voyez le public qu'il y a. Et si on vous tendait le micro pour être speaker, vous pouvez réaliser ce que ça fait. Ce n'est pas la même chose que de jouer devant 5000 personnes et devant 80 000 personnes. Parce qu'il y a l'effet de l'émotion qui intervient, le stress qui intervient. Le président de la République est dans le stade, vous voyez, et le public qui scande, mais négativement. Ceux qui vont bénir, ceux qui vont polir, vous voyez. Donc, au lieu d'apporter le soutien à l'équipe qui est en difficulté, non, plutôt les gens enfoncent les joueurs. Parce qu'il y a des émotifs là-dedans. Il y en a qui ont peur, disent là, c'est fini. Ils pensent à la conséquence après le match, au lieu plutôt de se transcender. Vous voyez cela? Donc il y a tous ces aspects. Ils ont été sur le plan tactique, effectivement, mais l'entraîneur fait des choix. Il a son système de jeu, il positionne ses joueurs, qui va animer, parce que le football est dynamique, il va les animer selon des principes. Quand nous avons le ballon, qu'est-ce qu'on va faire? Lorsqu'on va perdre le ballon, comment nous allons nous comporter? Et si l'adversaire joue de telle manière, voilà son plan de jeu, et nous allons leur opposer tel plan de jeu. Alors, quand on va à la mi-temps, c'est sur la base de ce qu'on a vécu la première mi-temps que l'entraîneur va apporter des corrections. Mais l'autre entraîneur a aussi observé l'équipe. Lui aussi, il vient avec ses pièges.
Et puis en plus, savoir que le football reste une œuvre humaine. L'entraîneur est tributaire de ce que les joueurs vont faire sur le terrain. Il opère un changement, le joueur vient, Mayele arrive, il marque. Ouais. L'entraîneur a fait un bon choix. Si Mayele va pour marcher, il donne une passe malencontreuse qui va amener le but, l'entraîneur a fait un mauvais choix. Vous voyez cela? Et si les joueurs qui arrivent sur le terrain pour certains aspects, je viens d'évoquer tout à l'heure, l'aspect psychologique et sociologique, si les joueurs ont peur, il ne peut plus rien, c'est déjà le deuxième mi-temps. Et donc, mais dans le coaching, pour parler du mental, l'entraîneur, dans la formation de l'entraîneur, il y a un cours de préparation mentale. Parce que le psychologue, c'est celui qui traite des cas et des joueurs, des êtres humains qui ont des problèmes sur le plan et mental. Le préparateur mental, qui est le coach mental, lui peut accompagner un athlète de manière individuelle, isoler l'athlète, le joueur qui est en train de passer à côté dans un match, parce qu'on sent que c'est un jeune, c'est sa première expérience, à qui l'entraîneur peut souffler des mots pour l'aider à inhiber la peur. Vous voyez? Et les gens crient, Bimi, ça y est. Et le joueur s'est dit, c'est fini pour moi. Là, comme le public parle, mais c'est à l'entraîneur de trouver les mots pour dire, nous venons d'encaisser, d'entrée de jeu, c'est à l'entraîneur de trouver des mots. Donc, dans la formation de l'entraîneur, sans être psychologue, on leur apprend des mots, des attitudes à adopter, parce qu'il y a des entraîneurs qui énervent aussi les joueurs. Parce qu'il y a des entraîneurs qui, des fois, s'il ne se prend pas bien, lui-même transmet son émotion à l'équipe. Vous voyez cela? Donc l'entraîneur aussi a besoin d'un psychologue, voilà, un psychologue pour pouvoir l'accompagner. Voilà pour quelles raisons les psychologues font partie intégrante, logiquement, feraient partie intégrante des staffs. Sinon, alors, les clubs, le grand club et tous les clubs de première division et les autres devaient s'appuyer sur ce personnel qui a la qualification pour savoir. Ça, c'est un cas général. Voilà l'attitude par rapport à toute l'équipe. Ça, c'est un cas isolé. Isolé et individuel. Voilà l'attitude par rapport aux joueurs. Donc, c'est autant pour les médecins, les psychologues sont importants aux côtés des entraîneurs, autant que le préparateur physique. Vous le dites, mais moi j'aimerais qu'on puisse avoir le nom d'une autre du côté de Léopard. Comment il s'appelle? Il n'est pas trop connu. L'entraîneur mental de Léopard, comment il s'appelle? Nous avons Kamba et le professeur, le chef des travaux Kamba de l'IPN, et nous avons le docteur Julius, qui lui, précédent avec club aussi, qui est un sophrologue. En fait, dans la préparation mentale, il y a des techniques. Alors, le docteur Julius, il est spécialisé dans la sophrologie. C'est une des techniques utilisées dans la préparation mentale. Et bon, donc, ce n'est pas le cas. Donc, le professeur, le chef de travaux Kamba, il a aussi. Maintenant, le problème, c'est reconnaître ces personnels dans notre football. Ah, donc, ils ne sont pas reconnus dans notre football. On leur donne pas leur place deux fois. Donc, ce qui fait que ces personnels ne sont pas vraiment mis à la lumière, et que on doit placer de la lumière sur eux. On doit les avoir à chaque fois dans de plateaux de télévision, peut-être, pour que nous puissions finir en bonté avec ces questions autour de Léopard, de la RDC, ces questions autour de individus qui pensent peut-être que le Léopard manque en préparateur mental. Quand vous regardez les cas comme ce qui est arrivé à Cédric Bakambu lors de la CAN en Côte d'Ivoire, un leader, un porteur d'équipe comme Cédric qui n'arrivait pas à marquer, qui nous montrait des fois qu'il était frustré. Le même cas qu'on commence à constater avec Samuel Essendé, qui aurait peut-être même écrit pour dire « encouragez-moi » au lieu de me critiquer. Et ça, personnellement, ça m'a touché, si c'est réellement lui, monsieur le directeur. Bon, vous m'excusez, le préparateur mental ne va pas intervenir pendant les matchs. Ok.
Non, les matchs est réservé au coaching du coach. La raison pour laquelle l'entraîneur, dans sa formation, reçoit le brin de formation sur la préparation mentale. Le préparateur mental travaille de lundi jusqu'à l'entrée de l'équipe sur le terrain. Vous voyez? Et alors, quand nous parlons des attaquants que vous venez de citer, il n'y a pas que l'aspect mental. Bakambu est buteur dans son championnat. Et Sendé l'est aussi dans son championnat. Qu'est-ce qui fait qu'il ne marque pas avec l'équipe nationale? Quel type de milieu de passeurs ont-ils dans leurs clubs? En sélection, on sélectionnait les meilleurs joueurs, mais qui ont besoin du temps ensemble pour se connaître mutuellement. Connaître la philosophie des jeux, l'entraîneur, se connaître mutuellement pour savoir, parce qu'il y a la communication visuelle sur le terrain, la communication verbale, donne-moi, va, viens, la communication visuelle avec le regard et la communication gestuelle avec les mouvements. Donc les joueurs doivent apprendre à se connaître. Là, Essendé a les épaules tournées vers le but, il veut la balle devant. Il a le dos tourné vers le but, il veut la balle au pied. Et voilà. Et ça, donc, on a besoin, les joueurs ont besoin d'un peu de temps pour pouvoir maîtriser, se connaître mutuellement. Donc, ces aspects-là, c'est vraiment lié c'est l'entraîneur qui fait des statistiques. Quels sont les milieux de terrain, quel type de milieu de terrain j'ai dans la philosophie de jeu et de l'équipe. Et si nous parlons du match qu'on a vu dernièrement, et si le milieu de terrain vient chercher la balle et joue avec la défense, et que la défense joue long sur Essendé qui a 2 adversaires, il doit récupérer, mettre la balle au sol, attendre le milieu de terrain qui va courir pour lui servir, et après, ah là là. Vous voyez, c'est là. Donc le problème n'est pas nécessairement Essendé. Et si Essendé a-t-il les aptitudes de dribbler, et s'il n'en a pas comme Ayele, c'est compliqué. Donc en ce moment-là, la faute est lointaine. La faute est lointaine. N'est plus Essendé. Mais elle est lointaine. C'est celui qui a sollicité Essendé. Ah, là, vous êtes en train de dire la faute est au sélectionneur. La faute lointaine. Non, la faute lointaine, c'est celui qui a apprécié à qui je donne. Pourquoi je joue avec Essendé alors qu'il est esselé. Le premier fautif, c'est celui-là. Essendé va devenir la faute immédiate. Oui. Pourquoi veut-il éliminer alors qu'il n'a pas l'aptitude? Vous voyez cela? Donc c'est pour ça que les joueurs, pour revenir à la question, ont besoin du temps de se connaître mutuellement. Mais l'entraîneur, quand il place les joueurs, il sait quel est l'enjeu de la rencontre, avec qui je commence et qui vont venir après. La conséquence, c'est qu'on voit bien que chaque fois qu'il opère des changements, ça paye. Et ça paye. Les jours, ça ne payera pas. Voilà pourquoi on doit laisser à l'entraîneur le choix. Parce que c'est lui qui a conçu son plan de jeu du match. Comment il veut commencer les matchs. Si ça ne tourne pas, quelles sont les variétés de son jeu qu'il va inculquer aux joueurs. C'est lui qui les a entraînés. Comme là, on anime sur les côtés. Pendant que tout le monde veut qu'on anime dans l'entrejeu, dans l'axe. Avec l'avant-centre. Vous voyez? Qu'on anime dans l'axe de milieu. Mais si vous n'avez pas un Poutou, vous n'avez pas un Motubile Santos, donc on anime sur, on n'anime pas sur des individus, mais on fait du collectif. Ok? En ce moment-là, le sélectionneur, il utilise ces 3 milieux de terrain action et les milieux de terrain qui sont sur les côtés. Donc, c'est pour ça que je dis, attention de faire les affirmations gratuites. C'est mieux de faire parler les sélectionneurs et qu'ils vous disent quelle est sa philosophie de jeu, pour quelles raisons il a adopté telle et telle autre, a-t-il fait adopter à son équipe telle et telle autre attitude. Voilà, et je pense c'est une belle émission pour les sélectionneurs.
j'aurais parlé de manière générale, une autre émission où je parlerai de manière générale, parce que vous savez que là, je ne dois pas, par déontologie, Essayer d'empiéter. Et surtout de parler de mon entraîneur. Je n'ai pas ce droit par déontologie. C'est vrai, vous n'allez pas parler de votre entraîneur, on chute déjà, parce que le temps nous est totalement épuisé. Et d'ailleurs, vous avez ramassé, quand je regarde sur mon papier, vous avez essayé de ramasser mes questions en répondant très très bien d'ailleurs. C'est vrai, vous ne voulez pas parler de lui. Est-ce que quand il arrive dans la sélection comme sélectionneur d'abord, Sébastien Desabre, vous le savez déjà, vous, la direction technique nationale, qu'il vient avec double casquette, il sera le manager et en même temps l'entraîneur. Le DTN, le rôle du DTN, c'est être le conseiller du comité exécutif dans le choix du sélectionneur. Et pour ce qui est du sélectionneur de l'équipe senior, le rôle, disons, la relation du directeur technique est horizontale. Okay. C'est-à-dire, c'est un conseiller. Il apporte il accompagne le sélectionneur. Donc, en ce moment-là, le sélectionneur explique, voilà ma vision. C'est très important parce que la DTN tire les enseignements de rencontres pour pouvoir préparer. Vous avez posé la question sur les joueurs locaux, mais il faut que les sélectionneurs puissent dire, voilà les types de joueurs, voilà la difficulté que j'éprouve avec les joueurs locaux. Il revient à la direction technique nationale de réunir les entraîneurs. Voilà, et sur quelle matière nous devons nous appuyer pour. Vous avez suivi que nous avons organisé, la DTN a organisé une remise à niveau des entraîneurs de haut niveau. Voilà, donc c'est toutes ces questions-là qui sont évoquées. Le problème technique, le problème tactique, le problème d'ordre physique, le problème mental, le problème d'organisation aussi de nos équipes. Donc, oui, le sélectionneur, quand il arrive, le directeur technique national est bel et bien au courant. Et la casquette de manager, ça c'est le sélectionneur qui, dans le management dans la négociation de son contrat, qui voudrait ne pas avoir de l'immixtion. Voilà, c'est quelqu'un qui a une expérience africaine aussi, tout ça. Donc, et c'est cela d'ailleurs dans le monde professionnel. Et le sélectionneur qui arrive, l'entraîneur, mais déjà au niveau des équipes professionnelles, il demande d'être manager. Parce que pour qu'il ne soit pas influencé dans la prise de décision, mais qu'il puisse, bien entendu, on lui recommande d'être à l'écoute. Parce que le sélectionneur, manager, il est tout le temps. Et à mon bureau, nous sommes en contact permanent. Nous échangeons et avec lui. Et il a ses choix à lui. Et parce que c'est lui, au fait, qui a un contrat d'objectif. Voilà, les jours où il doit quitter, on n'enlèvera pas le directeur technique national parce qu'on n'a pas gagné. Vous voyez cela? Donc c'est pour cela qu'il ne faut pas que demain que l'entraîneur dise non, c'est les DTN qui, pour ce qui est des catégories d'âge, et le DTN entretient une relation verticale. Ça veut dire c'est lui la décision. C'est lui qui oriente, parce que c'est lui qui a la vision et du football qu'on voudrait. Nous avons mis sur pied la philosophie nationale de jeu. Que nous sommes en train d'inculquer aux catégories d'âge. Donc les entraîneurs, la licence D, la licence C, qui sont dans les académies, dans le football et des jeunes. Et nous commençons à véhiculer les messages. Et il faut prendre du temps pour circuler aussi et aller dans toutes les provinces afin de pouvoir inculquer à nos entraîneurs cette philosophie. Donc là, la DTN dit que les équipes nationales d'âge doivent jouer à l'image de notre équipe nationale senior. Pour que l'intégration de ces jeunes, demain ou plus tard, soit facile et rapide. Quels sont les joueurs qui vont participer? Le père de la nation a la vision de faire participer et d'engager notre pays pour organiser la CAN 2029.
qui seront les joueurs dans cette CAN? C'est les moins de 20 ans et les moins de 23 ans. Vous voyez cela? Donc, c'est aujourd'hui qu'il faut commencer au niveau de la DTN. Le père de la nation a fait l'annonce. Attention, en dehors de l'organisation des infrastructures, tout ça, techniquement, c'est nous qui allons organiser. Et il faut jouer le haut du tableau. Mais avec qui? Voilà, donc en ce moment-là, mais les catégories des jeunes doivent jouer en fonction d'une certaine philosophie. Et nous mettons déjà au travail pour commencer à nous apprêter et aider les jeunes joueurs, les jeunes talents et autres par rapport à l'avenir. Merci beaucoup à Médard Lussadissou qui a accepté notre invitation. Nous sommes très très heureux de vous avoir réussi chez nous. C'est vrai, vous avez répondu presque à toutes nos questions. Les questions que nous n'avons pas posées aujourd'hui, on le posera plus tard parce que là, c'est le temps. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire comme ça? Moi, je désannonce mon émission. Merci d'avoir permis à l'opinion d'écouter la personne avisée, l'une des personnes avisées, pour fournir les informations, pourquoi pas apporter des éclaircissements sur des zones d'ombre. Et à vous qui avez eu l'initiative de le faire, parce que vous avez posé des questions effectivement qui nous ont transportés vers l'opinion. Et je les salue, je salue le patron de la structure et tout le peuple congolais. Merci beaucoup. Nous, on va faire à la congolaise pour dire joyeux anniversaire à notre grand-père. Mon grand-père, c'est lui qui avait vu déjà quand j'avais 9 ans que je serais journaliste. Il s'appelle Justin Bilomba. C'est lui qui a totalisé 90 ans d'âge et ça, c'est adorable. Il m'a même demandé de dire à mon Dieu de lui rajouter encore 10 ans. Je pense que ça peut arriver. Ruth Membo, Queen RK, Ruth Bena, Judith Moquet, et puis Flavie Kaïba, la femme du docteur Gabriel Kaimbe. On va dire merci aussi à Madame Christiane, aussi à tout le monde qui nous ont assisté. Monsieur Igor, moi et les Congolais, c'est un contrat éternel. On reviendra encore pour la semaine prochaine avec un autre sujet. Et pour l'instant, on vous dit au revoir.